qui est particulièrement fou, et qui est justement la question de la liberté, donc de l'autonomie. L'autonomie, pour le moment, a toujours été, je dirais, considérée par les sociétés comme dangereuse, parce que, potentiellement, tendanciellement, parce que, justement, elles sont facilement identifiables à l'anarchie, on fait n'importe quoi, on s'entretue, voilà. Or, en réalité, euh, à partir du moment où on considère qu'il y a ce besoin, je dirais, de se rapprocher d'un lieu qui nous soit propre, voyez, eh bien, on ne peut pas éviter la question de l'autonomie. Donc le problème, c'est plutôt, si vous voulez, de trouver un équilibre. Certains ont dit le global et local, mais c'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est une des façons d'exprimer la chose, qui n'est d'ailleurs pas adéquate, parce qu'elle ne prend pas en compte l'essence. L'essence du phénomène, c'est que les humains, si vous voulez, s'ils veulent sortir justement de la masse, hein, parce que j'ai parlé, on en est au deuxième séminaire, le premier étant, plutôt, le premier étant celui déjà passé sur donc monde immonde, le deuxième sur la masse, et le troisième sur comment sortir de la masse. Cette masse qui serait toujours là derrière, cachée derrière l'apparence de la disparition, et l'apparence de la disparition tient justement à la désignation symptomatique du domaine de l'autonomie et du domaine de la pluralité comme étant ce vers quoi on veut aller. Or, si nous voulons aller vers cela, nous allons vers davantage de folie, c'est clair. Vous voyez. Donc le problème, c'est que quand vous avez étudié dans le troisième séminaire ou le quatrième, si on prend en compte le tout premier, vous avez donc, on a le problème de savoir que faire, vous voyez, que faire de ces désirs, en quelque sorte, qui nous font déboucher sur la, sur la folie. Comment accepter d'une certaine façon, vous voyez, la folie comme phénomène de libération. La libération comme phénomène de folie et la folie comme phénomène de libération, dans les deux sens, dans les deux sens. Eh bien, c'est en recherchant justement, et troisième thème, si vous voulez, euh, par exemple, comment fonctionne l'autonomie. Comment fonctionne l'autonomie? Je crois que l'autonomie, c'est quelque chose, on pourrait appeler ça, je sais pas, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, euh, euh, vous voyez, pour rendre ça un peu plus précis. Bon, j'y reviendrai par la suite, j'ai pas encore trouvé de titre, mais quelque chose qui soit autour de l'autonomie euh, comme, comme organisation, parce qu'on pense souvent à la galaxie des autonomes, on pense, vous voyez, bon, un peu de confinement, à l'anarchie. Moi, je suis pas anarque, je suis peut-être anacrate, c'est-à-dire que je suis contre l'écrasement par le pouvoir, mais je ne suis pas nécessairement contre un certain ordre. Le problème, c'est qu'il faut que l'ordre fonctionne avec l'autonomie. Donc, comment arriver à ça? Donc, on a une réflexion je crois, les pistes de l'autonomie, les, voilà, les réseaux de l'autonomie, enfin, mais il ne s'agit pas du tout d'étudier, enfin, seulement de rendre compte d'expériences. On en a pas mal rendu compte, et puis, bon, on peut encore, c'est intéressant toujours d'avoir des expériences de gens qui parlent de ça, mais je crois qu'il faut vraiment en parler en rapport avec la question je dirais, de la rencontre avec le paradoxe. Hein. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est le lieu de la rencontre avec le paradoxe. Bon. Ensuite, on pourrait dire, euh, je dirais la pluralité, une fois qu'on a vu le... Parce que, vous voyez, euh, en quelque sorte, l'autonomie, c'est le soi qui, se, qui se purifie, qui s'épure, qui s'approche de la rencontre avec soi, c'est tout. Vous voyez. Et puis, vous avez la pluralité, c'est-à-dire le mouvement inverse d'éclatement de chacun dans une direction différente. Hein, c'est après Babel, c'est tout le monde s'en va dans une direction différente, en suivant son propre moi, justement, son propre soi, enfin, son propre. Je dirais pas que c'est pas vraiment le moi, c'est la rencontre conflictuelle avec d'autres parties du soi. Vous voyez, c'est plutôt ça, parce que le moi, au contraire, c'est une sorte de cohérence, c'est la masse au niveau individuel. La masse au niveau individuel, c'est le moi. Vous voyez. Mais la rencontre avec le paradoxe, qui est la folie, c'est le contraire du moi. Donc c'est quoi? C'est cette espèce, vous voyez, de poursuite du soi dans une direction donnée, nécessairement, parce qu'on va nécessairement trouver une solution. Donc quand on est dans la pluralité, on est plutôt la pluralité des solutions. Vous voyez. Mais le fait même qu'il y ait pluralité de solutions
contredit le fait que chaque solution puisse se prendre pour la solution universelle, générale et absolue par rapport aux autres, et essaye de les assassiner. C'est le contraire. C'est comment est-ce que justement la prise en compte, si vous voulez, de ce double mouvement, de la recherche du soi et de la recherche du soi dans une certaine direction, vous voyez, le fait qu'il y ait une multiplicité de directions nous oblige effectivement à dialoguer et constamment, mais à partir de territoires qui sont des territoires je dirais, des territoires à la fois d'autonomie et des territoires de la pluralité. Bon. Donc ensuite, ben, on a donc ça correspond à ce que j'appellerais des topologies de la pluralité. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire rencontrer les territoires comment est-ce qu'on peut négocier des territoires à partir, si vous voulez, je dirais, des grandes orientations subjectives, c'est-à-dire des grandes tendances, d'une certaine façon, à se rencontrer soi-même, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça pose le problème de la pluralité, par exemple, des tendances ou des passions, et la façon dont les passions s'organisent dans un dialogue, dans des dialogues pluralistes. Et là, on est vraiment dans un monde assez extraordinaire, que j'ai beaucoup exploré, beaucoup plus que celui d'autonomie, je dois dire. Mais j'ai rencontré aussi la question d'autonomie récemment, et je la trouve tout à fait passionnante et indispensable. Voilà. Et la dernière chose, bah, c'est un peu le mariage des deux. C'est-à-dire comment vous mariez autonomie et pluralité. Eh bien, je crois que c'est la question des lieux. C'est la question même des hauts lieux. C'est-à-dire comment des hauts lieux peuvent justement négocier, unir, vous voyez, fusionner même, si vous voulez, dans un style particulier, un style singulier, même lié à un lieu, vous voyez, à la fois, je dirais, des familles de passions dans la pluralité. C'est pas les 250 passions de Fourier, hein, bien entendu, c'est plutôt des familles de passions, des grandes façons d'être, etc. Et puis la quête d'autonomie. Voilà. Donc vous voyez, ça fait quatre séminaires plus un qui a déjà eu lieu, c'est le cinquième. Donc vous avez monde. Ensuite, donc je récapitule. Vous avez la question de la folie de la liberté, folie et liberté. Ensuite, vous avez la question non, excusez-moi, j'ai loupé une marche. Donc, un, monde, ça a été fait. Deux, la masse comme étant ce qui, d'une certaine façon, est caché comme refus actuel de l'autonomie et de la pluralité. Donc, la masse, on fait croire, mais en même temps comme symptôme d'un désir de pluralité et de liberté. Deuxièmement, donc, la folie comme centre, d'une certaine façon, de la question de la liberté. La question de la liberté est centrée par la folie, la question de la folie centrée par la liberté. Donc c'est la question plutôt théorique de l'autonomie, mais c'est aussi déjà la préconception de la pluralité, puisque lorsque vous êtes dans cette folie, en général, vous avez déjà des positions. C'est-à-dire que je crois qu'il faut absolument admettre que les folies, y compris estampillées par la psychiatrie, sont des positions. Ce sont des positions qui sont tenues. Vous voyez. La schizophrénie tient une position qui est justement la dispersion. C'est une position. Elle existe dans la politique, elle existe dans la réalité, etc. La schise. Mais vous avez aussi du côté parano la position, la tour, le centre. On tient bon à une forteresse vide, si vous voulez. Bon, c'est aussi une position. Et ce sont des positions qu'on peut retrouver. La paranoïa se retrouve sur le plan politique, sur le plan tout à fait. On peut tout à fait, et justement en parler dans le collectif. Freud l'a fait et il avait tout à fait raison de le faire. On peut parler de paranoïa à propos du nazisme, on peut parler, etc. Vous voyez, donc on a des positions, ce sont des positionnements. Bon. Donc en quelque sorte, la folie contient, sous sa forme centrale, un peu comme si vous voulez, l'origine du Big Bang contient un peu tout ce qu'il y a dans un univers, vous voyez, en ramassé sur un temps très, très réduit, un espace très réduit. C'est pareil, plus vous approchez de la folie, plus, je dirais, vous rencontrez à l'état condensé. C'est une métaphore, certes, parce que nous ne sommes pas des physiciens, bien qu'il y a la physique sociale aussi qui dépend de ça, mais ce n'est pas tout à fait pareil, c'est un autre degré d'émergence. Et si vous voulez, vous trouvez les deux aspects, c'est-à-dire l'aspect liberté, l'aspect pluralité. Ensuite, on rentre dans la pluralité, topologie de la pluralité, et puis enfin, on va rentrer dans l'étude du mariage entre les deux. Si vous voulez, la question de l'autonomie est en fait posée effectivement beaucoup plus. J'ai pas trouvé, enfin, pour le dire, il aurait fallu un sixième truc, un sixième séminaire, peut-être qu'on le fera un jour, sur l'autonomie elle-même, vous voyez. C'est vraiment très important sur ce que c'est que l'autonomie. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, non. Donc, si vous voulez, l'autonomie est incluse,
je dirais, dans la réflexion sur la liberté, qui est centrale. Et si vous voulez, c'est la question de la centralité de l'autonomie. Parce que l'autonomie, c'est quelque chose qui, à la fois, vous fait tenir en propre et en même temps doit nécessairement avoir une relation avec l'universel. Donc il y a un côté fou là aussi, si vous voulez. Mais enfin bref, si vous voulez, pour l'instant, on pourrait traiter très partiellement, mais avancer sur cette question du rapport de l'autonomie avec la folie. Voilà. En gros, c'est ça. Donc folie et liberté, folie et autonomie, si vous voulez. Ensuite, on passe donc, si vous voulez, aux topologies, aux topiques ou géographie ou espace au pluriel, évidemment, de la pluralité, c'est-à-dire comment la pluralité se négocie, hein, parce qu'il y a une négociation spécifique qui ne dépend pas de l'autonomie. Après, la question de l'autonomie se pose, mais en même temps. Et enfin, justement, dernier séminaire, comment est-ce qu'on traite simultanément, dans un lieu, la rencontre pratico-pratique et aussi intellectuelle, entre, l'intellectualité est aussi une pratique, entre justement la question de l'autonomie et la question de la pluralité. Donc voilà, 4 séminaires. Donc je récapitule en termes de titre. Un premier séminaire qui se passerait peut-être en octobre, peut-être en décembre, probablement en octobre-novembre. Si je n'ai pas le temps de préparer, peut-être en décembre 2015, sur la masse, c'est-à-dire où ont disparu, les masses ont-elles disparu. Voilà. Deuxième séminaire, je ne sais pas, février, quelque chose comme ça, peut-être mars, je ne sais pas, plutôt février, donc sur la folie et la liberté, folie et liberté. Voilà. Le troisième, donc sur les topiques de la pluralité, qui pourrait se passer au mois d'avril, et puis soit on a du temps, soit on n'a pas, ou plus tard, soit on a du temps, soit on n'a pas de temps de traiter ça dans l'année scolaire. À ce moment-là, le quatrième et dernier serait les hauts lieux les hauts lieux de la liberté et de la pluralité. Lieu de liberté et de pluralité. Ou lieu où se croisent, enfin oui, vous voyez l'idée en tout cas. Ça pourrait aussi être en septembre prochain d'ailleurs, enfin en septembre 2016. Bon, l'échelonnement des séminaires n'est pas encore déterminé, mais vous voyez la logique. Et ce que j'espère pouvoir réaliser à travers ça, c'est une exploration, pour les gens intéressés, je dirais à la théorie géoanthropologique, une exploration des possibles, en quelque sorte. Vous voyez, une exploration des possibles, à partir évidemment de l'existant, l'existant se manifestant sous forme d'une désorientation. Il ne faut pas se laisser trop avoir par l'histoire d'immonde, vous voyez, l'envie de vomir, mais plutôt sur la cause du vomissement, qui est plutôt, vous savez, dans le mal de mer, c'est la désorientation. C'est-à-dire que vos yeux voient quelque chose, votre oreille interne, elle voit autre chose. Et donc, de cette discrepancy, de cette vous voyez, distorsion entre les deux perceptions, naît un sentiment de désorientation. Mais la désorientation, vous voyez, n'est pas en soi un phénomène pathologique. C'est plutôt peut-être au contraire un avertissement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut rectifier les choses. Seulement, évidemment, des fois, on n'est pas dans la situation pour pouvoir le faire. Parfois, il faut s'habituer à la discrepancy. Parfois, en gros, comment est-ce que vous réglez le mal de mer? Qui parfois n'est pas possible, mais parfois c'est possible. Parfois, il y a des gens qui n'ont plus le mal de mer. Parfois, l'inverse, il y a des gens qui attrapent le mal de mer alors qu'ils ne l'ont jamais eu pendant toute une vie maritime. Ça peut arriver dans certaines circonstances. On ne sait pas très bien ce qui déclenche ça. C'est sûr que c'est un rapport entre l'oreille interne et l'œil. Vous voyez, le sentiment, je dirais, travaillé par le cerveau, de l'équilibre. Bon. Donc vous pouvez trouver votre équilibre et il est possible qu'il vaille mieux passer par une phase de désorientation, car sinon, vous ne vous retrouvez pas à l'équilibre dans un espace nouveau. Vous allez avoir des réflexes qui ne sont pas adaptés, notamment à un espace en mouvement. Vous voyez, quelque chose qui est Je me souviens, pour terminer par une petite anecdote, je me souviens d'avoir traversé l'Atlantique l'hiver, 2 reprises. Il y avait une reprise, enfin, la deuxième reprise, je me souviens que je jouais au ping-pong. Je ne vous dis pas, en février, l'état de la mer, c'était une très grosse mer, c'était en gros de la tempête, mais bon, les normes cargo sur les normes porte-containers que j'empruntais y allaient pratiquement par tous les temps. Peut-être pas par les tempêtes les plus grosses, mais enfin, en tout cas, je vous garantis que ça ressemblait bien à une tempête. Hein. Quand vous avez un bateau de 300 mètres de long dont
l'avant disparaît complètement sous l'eau avec les containers, avant de réapparaître évidemment, vous dites il y a tout de même quelque chose là, c'est tout de même un petit peu fort. Eh bien j'avais appris à jouer au ping-pong. Donc je joue au ping-pong, évidemment, de façon assez étrange, parce qu'il fallait tenir compte, évidemment, du roulis et du tangage, qui était considérable, et avec une amplitude forte, plus des chocs en particulier, et donc vous deviez complètement transformer votre façon de jouer. Évidemment, je ne vous dis pas que la façon, si j'avais conservé cette façon de jouer à terre, j'aurais envoyé des balles systématiquement dans la nature, et pas évidemment sur la table, à l'endroit où il fallait. Voilà, donc si vous voulez, le cerveau s'adapte. Bon, bah, si le cerveau s'adapte à des choses comme ça, je ne vois pas pourquoi nos intelligences collectives ne pourraient pas s'adapter à des mouvements variés, si vous voulez. Alors là, c'est une petite parabole, mais au fond, c'est ça, quoi. Euh, le séminaire numéro 1, je crois, met l'accent sur le côté des orientations dans cette société-monde dont nous ne savons pas très bien où elle va. En gros, c'est ça. Et puis, on commence oui, à voir se dessiner des linéaments, et notamment cette question qui apparaît à travers la question donc de la disparition de la masse, c'est-à-dire finalement des aspirations à ne pas être une masse, tout en voulant conserver évidemment la puissance même du social, mais tout de même, par quoi remplacer la masse? Peut-être par la politique, mais quelle politique justement? Alors je vous laisse là-dessus, parce que c'est une belle expression, mais bien entendu, le programme est extrêmement chargé, intéressant. Si vous vous sentez intéressé par tel ou tel thème, par l'un des 4 thèmes à venir, si vous pensez que vous avez beaucoup de choses à dire, eh bien, écoutez, téléphonez-moi. Je peux vous donner mon numéro de téléphone, c'est assez facile, hein, c'est 06 86 87 96 36. Voilà, ou alors sur mon mail, vous pouvez m'écrire sur mon mail, donc duclos, D-U-C-L-O-S, .denis, wanadoo, avec 2o.fr. Donc voilà, vous pouvez me joindre à tout moment et, proposer votre participation, à condition que vous ayez aussi peut-être un texte qui soit prêt le jour venu, mais ça, bon, ça dépendra évidemment du calendrier. Et puis, voilà. Alors, je vous dis tout de suite que les choses sont parfaitement claires. Euh, le lieu, la tenue, si vous voulez, du séminaire se passe donc à Seigny, en Bourgogne, près de Montbard. Donc il y a 1 heure de train, en gros, TGV depuis Montbard, et après c'est à 8 km. Euh, euh, mais bon, je ne peux pas loger plus de quelques personnes dans le lieu de... C'est un séminaire qui est une grande pièce qui permet une rencontre très agréable, avec beaucoup de luminosité et bon, beaucoup de convivialité aussi en ce qui concerne, je dirais, l'accueil, bon, et notamment les conditions matérielles. Mais la plupart des participants sont logés dans des gîtes à la périphérie, pas très loin, en général quelques kilomètres, qui sont vraiment de très beaux gîtes. Ces gîtes coûtent de l'argent, ils coûtent évidemment le prix du séjour, et je ne peux pas, moi, avancer ou même payer le prix du séjour, sauf exception d'un étudiant, par exemple, qui n'a pas d'argent. On peut évidemment voir les choses, vous pouvez me joindre sur ce sujet, mais en général, on va demander une participation, disons que la participation moyenne pour une semaine entière, car ça dure une semaine, du lundi, disons au vendredi, euh, bon, avec ensuite on peut rester samedi et dimanche si on veut, mais bon, du lundi au vendredi, bon, en gros, le prix se situe autour de 100 euros, enfin on demande 100 euros à peu près de participation, ça ne couvre pas du tout les frais, mais par ailleurs, bon, nous avons éventuellement quelques petites aides et quelques petites participations personnelles, je dirais, où certains membres s'impliquent plus que d'autres pour, je dirais, aider les autres, quoi. Mais en gros, on ne peut pas descendre pour la semaine au-dessous de 100 euros. Et si vous voulez, là, il n'y a pas de différence, vous savez, comme un peu donc, je ne sais pas, par exemple, si on prend les anciennes décades de Montigny, bon, qui sont partis dans le Cotentin, on ne peut pas, dire, comment dire, différencier, vous voyez, des conférenciers qui, en quelque sorte, seraient invités, vous voyez, et puis, en quelque sorte, une masse, justement, de participants qui seraient là pour écouter. Tout le monde participe, tout le monde parle, et tout le monde écoute les autres. Voilà. Et tout le monde fait connaissance les uns avec les autres. Et en fait, nous demandons évidemment
un minimum de participation. C'est pas grand-chose pour une semaine, vous vous rendez compte, c'est le prix d'un demi-hôtel par jour à Paris dans un quartier intellectuel, donc enfin une demi-chambre d'hôtel. Bon, enfin, on en dit à des prix absolument épouvantables, donc euh, bon, je dirais que nourrir, loger, blancher pendant une semaine pour 100 euros, moi ça me semble tolérable, y compris pour des gens qui pensent, comment dirais-je, bon, venir travailler, parce qu'effectivement, et oui, sauf que c'est un travail collectif et c'est un travail dans lequel la rémunération se fait, je dirais, de l'un à l'autre par la participation et l'agrément d'être ensemble. Mais c'est ça, je crois, qui fait aussi l'intérêt, quoi. On n'est pas dans des cours magistraux qui sont faits à des gens qui écoutent. Alors, pour certains moments du séminaire, il y aura des ouvertures, au sens où, de toute façon, nous invitons notamment des gens qui sont des gens qui vivent dans cette région, qui sont également des intellectuels, qui d'ailleurs auront évidemment le droit à la parole, mais à qui on ne demande pas nécessairement, sauf s'ils le veulent, hein, sauf s'ils le veulent, il n'y a aucune évidemment ségrégation, de participation, je veux dire préparée d'avance. Ça fait partie un peu je dirais, de la vie culturelle. Et évidemment, eux, bon, ces personnes-là participeront également, évidemment, à hauteur de leur. S'ils ne dorment pas, par exemple, bon, s'ils ne vont pas dans les gîtes, s'ils ne mangent pas, bon, bah, évidemment, leur participation demandée sera beaucoup plus faible, voire éventuellement nulle, dans des cas que nous connaissons et qui sont bon, des cas de gens qui ne pourraient pas supporter de payer, tout simplement. Donc vous voyez, tout ça est discutable, enfin je dirais, est à discuter, c'est pas discutable, c'est indiscutable, mais c'est à discuter en tout cas, vous voyez, une forme de paradoxe par exemple. Et voilà, et donc, mais je vous attends, en sachant que vous pouvez aussi donc sur le site, sur Google, le site qui s'appelle géoanthropologie, géo.anthropologie.com, vous pouvez avoir pas mal de renseignements, bon, non seulement sur mes travaux personnels, parce qu'il y a une grande suite de travaux qui sont montrés, et de livres d'ailleurs qu'on peut acheter, mais vous pouvez aussi avoir des renseignements donc assez précis sur la tenue des séminaires. Donc à bientôt et je vous remercie. Au revoir.